Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou sur l'île de la Réunion avec la délicieuse Christine qui est la femme du professeur Henri Joyeux. Waouh, merci d'accepter une interview. Bonjour, avec plaisir. On a l'habitude de voir votre mari et il est absolument charmant et dis donc un sacré tempérament, un sacré caractère. Je suis intéressée d'interviewer bien sûr la femme du professeur Joyeux, mais aussi la mère de famille. Vous avez 6 enfants et puis bien sûr l'auteur qui est passionné par la nutrition. Vous êtes né à Alger ? Je suis née à Alger, oui, donc je suis pied noir. Là, vous n'avez pas vu mes pieds. Et mariée avec Henri il y a bien longtemps. Ça fait 41 ans. Ouais. C'est un bon bail. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être avec un homme comme ça qui est très actif? C'est un sacré bosseur. Hein. Là, on l'a vu au congrès. Il a fait je ne sais pas combien de conférences ce week-end. 70 ans. Oui, juste 70 ans, oui, mais ça l'a pas assagi. Non, il est toujours très actif. Alors l'avantage, c'est que moi, j'ai un caractère assez calme et un peu en retrait. Je peux m'évader de temps en temps et ça aide. Il aime pas toujours, d'ailleurs, quand je m'évade. Ouais, comment on arrive à trouver le rythme comme ça? Je suppose que ça a changé au fur et à mesure des années quand on est avec un homme aussi actif et puis une grande tribu. Oui, alors le rythme, c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'à la retraite, je commencerais pour moi une vie hyperactive et c'est un peu le cas effectivement. D'autant que comme je me suis beaucoup impliquée en nutrition, je l'accompagne souvent et les gens aiment bien poser des questions pratiques. Alors là, ils me passent le micro. Ouais. Oui. Ouais. Comment une pied noire voit le rôle de la femme dans la société ou comme ça accompagner son mari? Le rôle de la femme dans la société, d'abord, il dépend d'elle-même. Hein. Il faut qu'elle soit solide, épanouie, il faut qu'elle trouve son équilibre. Moi, je l'ai trouvé dans le couple et les enfants progressivement, parce que je me suis aperçue que quand on a des enfants, on a des réserves de force qu'on ne soupçonnait pas. Voilà, donc quelque chose qui s'ouvre, ouais. Oui. Alors du coup, ça donne une place dans la société. Bon, alors une fois qu'ils ont été grands, j'ai commencé à penser qu'il fallait que je sorte un peu de ce cercle privilégié, et donc je me suis impliquée dans les associations de famille. C'est comme ça que j'ai commencé à donner des formations en nutrition. Ouais. Voilà. Et de la nutrition, même nutrition pour les enfants d'ailleurs. Tout à fait. Nutrition d'abord pour la famille, nous-mêmes, puis pour les familles à l'extérieur. Et puis, je me suis rendu compte qu'on touche là à des choses tout à fait sensibles. C'est très affectif, hein, les habitudes nutritionnelles. Donc, on touche les personnes qui ont des problèmes et qui ont besoin de changer leurs habitudes et qui le savent. Mais les autres, on les touche pas trop. Alors, je me suis dit, il faut passer par les enfants parce que les habitudes, on les prend très tôt. Ouais. Voilà. Et j'ai commencé à élaborer d'abord une pédagogie, puis je me suis dit, en 2 heures, on peut pas trop passer de choses. Donc, je suis passée au livre. Et ça a été mon 3e livre avec Mamini, je cuisine en chantant pour ma santé. C'est ça, le côté chantant, c'est sympa, avec les petites comptines et tout. Oui, alors il y a des dessins que j'ai fait moi-même parce que les dessinateurs, ils n'étaient pas dans le coup. J'ai fait... On sent quand même une femme qui sait ce qu'elle veut, hein. Ah oui, parce que quand on a un message à faire passer, il faut pas que ça soit modifié. Donc j'ai été très attentive à toute la présentation, les couleurs. Il fallait que le message puisse être clair, donc pas trop de surcharge, et qui puisse être suffisamment simple pour être accessible aux enfants ou aux adultes. Parce que derrière les enfants, il y a les adultes, avec des comptines, des chansons pour illustrer. Donc le dessin, c'est une souris. En fait, c'est un médiateur. Hein. C'est moi qui suis derrière la souris, mais il faut avoir un lien. Ouais. Voilà. Alors elle s'appelle Mamini, c'est mon nom de grand-mère. Voilà, Mamini vous dit bonjour. Voilà. Et il y a un CD avec les chansons et les comptines chantées par 2 petites chorales, avec ou sans musique. Voilà, et les recettes. C'est marrant comment tout ça s'est mis. C'est marrant comme tout ça s'est mis en place au fur et à mesure, parce que je suppose que quand on a 6 enfants, c'est un véritable laboratoire et un terrain fertile aux idées aussi. Et puis en tant que femme, des fois, on est tellement prise par ces tâches-là qu'on peut-être on met ça de côté, mais il y a vraiment quelque chose qui peut être élaboré en parallèle. Voire à un moment, bon, là, c'est devenu un vrai projet tangible, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est mère de famille et qu'on ne peut pas s'impliquer en même temps sur d'autres choses et qu'on perd.
qu'on perd du temps sur... J'ai du mal à l'expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors justement, le temps, c'est très important. Moi, mon but, c'était de cuisiner le plus simple possible et le plus rapidement possible. Donc j'y passais du temps. Les fois où j'étais fatiguée, alors là, les enfants ont fini par dire « Maman, c'est bien quand tu es fatiguée parce que tu nous fais plein de choses. » Parce qu'en quelque sorte, je faisais un peu automatiquement et je me détendais en bricolant. Hein. J'aime bien faire, hein. Je suis assez manuelle. Voilà. Donc gagner du temps pour une mère de famille, c'est très important. Et là, j'ai trouvé que la cuisson vapeur douce, avec un bon appareil, c'est top. Parce que vraiment, on prépare un repas en moins d'une demi-heure. Hein. Franchement, c'est plus tous les aspects santé, c'est vraiment bien. C'est pas évident de trouver les bonnes petites recettes pour les enfants, pour qu'ils puissent aimer ça, des produits sains et qui sont bons pour eux, parce que souvent c'est le coca, c'est le sucre, c'est faire comme les copains, c'est chez le copain j'ai essayé ça. Donc comment on peut trouver une façon de les élever de manière saine? Oui, alors là, il y a deux choses. D'abord, quand on a soi-même des habitudes saines, l'enfant, il les prend automatiquement. Même déjà in utero, il est sensible au goût. Donc le tout petit, il va pas avoir de problème à grignoter un brocoli ou n'importe quoi, ou une pomme de terre ou quelque chose. Même il y a des enfants qui tout petits mangent des olives ou du roquefort sans aucun problème. C'est parce que dans in utero, ils ont déjà goûté. Et quand la maman allaite, c'est la même chose. Les goûts passent. Hein, il faut pas imaginer que on doit supprimer les aliments forts pour pas que les goûts passent. Pas du tout. Les goûts passent autant que les nutriments. Ça, c'est une chose. Alors, si l'enfant n'a pas eu ce parcours-là, s'il a été habitué très vite au petit pot, parce que ça, il faut éviter. Hein, il faut éviter. Il faut faire du frais pour les enfants, mais c'est très rapide de faire du frais quand on sait. Et ça va plus vite que d'aller faire les courses au supermarché, hein, parce qu'on y passe un temps énorme. Voilà. Alors, eh bien, là, il faut aller doucement. On va leur mettre des choses qu'ils aiment et qu'ils ont l'habitude de manger, et un petit peu de légumes ou de fruits. On va les faire jouer avec les légumes et les fruits. On va jouer sur les couleurs, l'enfant, il est un peu artiste, hein, quand même, naturellement. Donc, il faut passer par une pédagogie, et c'est ce que j'ai voulu dans mon livre, c'est que ça puisse être une pédagogie pour des écoles, pour des centres aérés, pour des grands-mères qui ont besoin d'occuper leurs petits-enfants, pour tout un chacun. Voilà. Et alors ma grande satisfaction, c'est quand je signe des livres après des conférences et que je vois des gens qui se tiennent un petit peu en retrait, un peu timides, et quand je leur demande pour qui il faut le dédicacer, ils me disent c'est pour moi. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui est un peu perdu au niveau nutrition ait des choses simples pour tous les jours qu'il puisse mettre en pratique facilement. On sent bien quand même cette complémentarité entre vous et le professeur Joyeux, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Complémentarité, parce que d'abord, on est très différents de caractère. Ouais. Et donc, il vaut mieux que ça s'organise, que les rouages fonctionnent. Hein. Ouais. Et la complémentarité, c'est parce que lui, il est dans la théorie et moi, je lui montre ce que ça donne en pratique. Ouais. Et ça, il a adoré parce qu'il a vu des résultats. On voit des résultats très vite. Et donc, ça fait partie un peu de notre cheminement commun, de plus en plus vers les conseils de bonne nutrition, la plus naturelle, la moins dégradée possible. Parce que tout est là, vous pouvez acheter le plus bio possible, le plus naturel, frais, cueilli du jardin. Si vous le cuisez trop, avec par exemple mon ennemi personnel, la cocotte minute, c'est catastrophique. C'est catastrophique, on éclate les fibres, on détruit les vitamines, on détruit les minéraux, et on transforme le transit intestinal en un acteur de mauvaise santé, alors que c'est le siège de nos défenses immunitaires. Donc quand on voit maladie auto-immune et problèmes intestinaux, voilà, c'est l'intestin qu'il faut viser et dont il faut changer les habitudes alimentaires vers plus de naturel. Ça commence dès tout petit. Dès tout petit, absolument. Oui, dès tout petit. Je sais qu'il y a deux autres livres, hein, que vous avez fait il y a quand même déjà pas mal de temps maintenant. Oui, alors le premier livre que j'ai écrit, il m'a pris 7 ans. C'est vraiment un livre qui veut faire le tour de la Bible. C'est pas la Bible, non, mais c'est un peu comme, il faut l'utiliser un peu comme un dictionnaire. Hein. Il fait le tour des données scientifiques sur le lien entre nutrition et santé d'abord, mais un peu résumé, quoi, que ce soit accessible mais complet avec des références scientifiques. Ça, c'est important. Et puis de là, on passe
aux aliments, qu'est-ce qu'ils apportent de bon ou qu'est-ce qu'ils apportent de mauvais si on les consomme mal ou en excès. Et puis après, il y a les profils nutritionnels de santé en fonction de l'âge ou des problèmes de santé pour donner des conseils nutritionnels. Les modes de cuisson, bons et mauvais modes de cuisson, avec la cuisson idéale. Et ça n'a pas changé, ça, d'ailleurs, au fur et à mesure des années, comme ça, ce que vous aviez découvert à ce moment-là, ça a dû évoluer aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de contradictions quand même dans la nourriture, dans l'alimentation. Alors moi, j'ai arraché des pages. J'ai pas arraché des pages, mais j'ai fait une deuxième édition dans laquelle j'ai complété et que j'ai augmenté. Il y a des choses que j'ai précisées, mais grosso modo, bon, j'avais pas dit d'énormité. Hein. J'avais pas mis une fleur en haut de la friteuse, etc. Parce que j'ai toujours eu ce sens du naturel de par mon éducation, enfant, tout mon parcours, et j'ai toujours visé le naturel, couleur, odeur, saveur et texture. Et en respectant ces paramètres organoleptiques, on va arriver à une nutrition qui est bonne pour la santé. Voilà. Tandis que si on vise vers l'industriel, le tout prêt, etc., bah là, on arrête avec tout ça, hein, Laetitia Coquerette. Ah oui. Tu passes les enfants à ça. Voilà, donc il faut arriver à discerner entre le vrai et le faux. Je dis ça pour les sucres, entre autres. Hein. Voilà, vrai et faux. Il y a les vrais sucres, les faux sucres. Il y a les bons sucres et les mauvais sucres. Il y a les sucres apparents et il y a les sucres cachés qu'on ne connaît pas. Par exemple, dans les produits laitiers, il y a des sucres, le lactose. C'est un sucre. Le sucre est addictif. Dans les produits céréaliers, il y a le maltose. C'est un sucre addictif. Et quand on cuit trop, on transforme les glucides complexes en glucides simples, donc ça devient du sucre. Si on s'endort comme ça, somnolence après le repas, eh ben, il faut se demander ce qu'on a mangé. C'est souvent un petit plat bien mitonné. Et donc, ça nous a apporté des sucres qui vont provoquer une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie. Voilà. Pour le lactose, enfin les laitages. Pour les laitages, ben pas trop, limité. Chèvres, brebis, petits animaux, à cause des facteurs de croissance qui sont contenus dans le lait. Ouais. Le veau, c'est un animal qui prend 380 kilos environ par an. Hein, on n'a pas besoin, nous, de ces facteurs de croissance-là. Même pour les enfants ? Même pour les enfants. Et les enfants, souvent, ne supportent pas bien le lait. Alors, on nous dit, oh, mais il y a très peu d'intolérance ou d'APLV. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Et ils vont pas forcément voir le pédiatre parce que les mamans, souvent, se disent, bon, j'ai allaité mon petit, je passe au lait en poudre pour bébé. Et il se met à avoir les fesses rouges, le nez rouge, des croûtes dans le... Elles changent. Elles ont compris tout de suite. Voilà. Et c'est visible, le corps réagit quand même quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit, et là il est temps de réagir. Et en tant qu'adulte aussi, on a des signes déjà de quelque chose qui pourrait s'empirer avec les années. Voilà, alors il y a les signes ORL, il y a les signes gastriques, les reflux, il y a les signes intestinaux et il y a les signes de la peau. Alors on ne sait pas si au niveau articulaire ils ont mal ou pas, les enfants, les bébés, ils parlent pas. Mais j'ai vu des adolescents qui avaient des douleurs de dos importantes et qui, en arrêtant de boire du lait, ont supprimé les douleurs de dos. C'était pas fait pour eux. C'était des ados qui étaient pas de très grande taille, donc ils étaient moins faits que ceux qui sont grands pour les douleurs, pour les facteurs de croissance des produits laitiers de vache. Voilà. Ah oui, donc c'est quand même ça à voir avec la taille, la corpulence, la... Facteur de croissance pour l'épiderme, EGF, pour le pancréas, pour le métabolisme, c'est le IGF, qui est à corréler avec les diabètes, hein, sans parler seulement du sucre qui est dedans, le lactose. Et il y a le TGF qui est pour la taille, voilà, donc ça joue. Quand on a mal aux articulations, eh ben on peut se dire, est-ce que par hasard je mangerai pas trop de produits laitiers? Donc mais on va pas aller vers le soja. Non. Trop de phytohormones actives. C'est bien répandu le lait de soja. Hein. C'est très répandu parce que comme il y avait beaucoup d'APLV, allergie aux protéines du lait de vache, les pédiatres ont orienté les mamans vers le lait de soja. Et le lait de soja, on s'est aperçu, mon mari en a vu, il en a vu. Je me souviens d'une petite fille de 4 ans et demi qui avait des petits seins qui commençaient à pousser. Et on proposait une chirurgie
catastrophe. Alors il a dit à la maman, non mais c'est pas grave, vous arrêtez le soja. Et puis vous lui mettez un petit vêtement adapté, et puis quand elle sera grande, ça reprendra normalement et elle aura pas de problème. Et le garçon de à peu près le même âge, qui lui avait une pilosité identique à celle de son frère ado. On arrête. Et puis ça se stabilise. C'est pas dû aussi aux viandes avec les hormones, tout ça, parce que ça aussi. Tout s'additionne. Il y a une étude récente qui a été faite par une scientifique et qui montre que elle a fait le bilan de tout le soja qui est contenu dans toute l'alimentation industrielle. Il y en a partout. La lécithine de soja pour donner de la texture, c'est très étonnant. Alors, le soja, quand il est préparé en Chine pour les Chinois, il n'est pas préparé pareil. Ils ont des modes de préparation qui éliminent une bonne partie des isoflavones. Ça, c'est important à savoir, on ne le sait pas. Nous, on met tout, on brasse tout et on fait des produits qui autrefois étaient donnés aux animaux et qu'on nous donne maintenant. Plutôt le lait de coco, le lait d'amande, le lait de riz Oui, moi, j'aime bien conseiller le lait d'amande, de noisette, et le lait de châtaigne le soir, parce que quand on remet un lait végétal à un petit, après l'important c'est quand même qu'il puisse être allaité au moins 6 mois. Ça c'est bien parce que ça donne une base de santé importante. Et les mamans qui peuvent continuer à garder 1 ou 2 tétées par jour, le matin au réveil et le soir avant le coucher ou quelque chose comme ça, c'est bien parce qu'elles gardent les défenses immunitaires au bébé. Ça c'est très important. Et puis, dans le lait de la maman, il y a des facteurs de croissance qui sont pour le cerveau et le système nerveux. Ça, c'est très, très important. Prévention. L'allaitement revient en force quand même. On aimerait bien parce que, quand même, dans les maternités, il y a beaucoup de mamans qui se laissent persuader qu'elles sont fatiguées. C'est normal qu'on soit fatigué après un accouchement, que ça va pas marcher, que c'est difficile. On a besoin, quand on est une jeune maman qui allaite, d'être accompagnée. Moi, je pousse beaucoup vers les organisations, les associations comme la Leche League, qui sont un réseau où les mamans se rencontrent. Elles sont très bien aidées. Elles ont toute une bibliographie tout à fait scientifique sur l'allaitement. Quand on se plonge là-dedans, c'est fabuleux. Moi, je me suis beaucoup inspirée des qualités nutritionnelles du lait maternel pour mieux comprendre pourquoi le lait de vache pouvait ne pas être bon. Voilà, donc quand on compare avec le lait de chèvre, là ça va beaucoup mieux. Le lait de brebis, il est très riche, donc on peut le couper un peu, mais le lait de vache, ça va pas. Il y a d'autres choses comme ça à faire vraiment attention pour les enfants, ou pour nous Attention au pain, au gluten. Ouais. Le pain actuel est pas très bon. Non, le blé actuel est pas bon. Le vin, non, c'est peut-être pas mieux. Alors le levain c'est mieux parce que le levain, si on laisse lever au moins 18 heures, et il digère une partie du gluten. Il faut que ce soit un levain naturel, c'est pas le levain qu'on achète en sachet. Donc tout ça c'est toute une pédagogie aussi. On peut apprendre à faire son levain soi-même. Si on peut trouver des farines de blé ancien, alors là c'est top. Parce qu'ils sont beaucoup plus riches en nutriments. Je me demandais, moi, quand je faisais toutes mes recherches pour écrire mon premier livre, pourquoi les nutriments contenus dans le blé étaient aussi inférieurs en qualité et en quantité par rapport à ceux contenus dans le quinoa, le petit épeautre ou le sarrasin. Eh bien, pourquoi ? Parce que le grain de blé actuellement, c'est des clones. Ils sont incapables de se reproduire. Les paysans, ils sont complètement volés. Là, autrefois, ils gardaient leurs semences, ils la sélectionnaient eux-mêmes et ils pouvaient replanter. Là, ils sont obligés chaque année de racheter, de repayer. Qu'est-ce que ça veut dire ça, avec Monsanto, avec des graines qui sont... Oui, les semenciers, c'est quand même une arnaque, quoi. Et en plus, le consommateur est lui aussi arnaqué parce que ces blés-là, ils sont beaucoup plus riches en gluten qu'en nutriments. On rajoute du gluten parce que ça fait des performances boulangères, de conservation. Quand vous voyez les pizzaiolos qui font tourner la pâte au bout du poing, vous savez, ça c'est du pur gluten. Gluten, c'est de la colle, c'est élastique. Alors vous voyez dans l'organisme ce que ça peut donner. Pour la santé de l'intestin, c'est quand même catastrophique. Donc si on voit que l'enfant a des problèmes intestinaux, des problèmes de peau, des problèmes ORL, d'asthme, tout ça, il faut viser ces 2 catégories de produits. Il faut
changer. Il faut changer. Et on fait juste une fenêtre pendant 10-15 jours. On enlève complètement, on remplace. Il y a des produits de remplacement, les laits végétaux. Oui, ça se teste, oui. Voilà. Et on voit tout de suite la différence. Et quand on voit cette différence, on a compris. On a compris, parce que l'enfant, s'il attrape souvent des grippes, des infections urinaires ou des infections, des gastrites, des gastro, ou des infections orales, voilà, donc des pneumopathies. J'ai vu ça. J'ai vu une maman un jour qui m'appelle en me disant que son bébé avait attrapé une pneumopathie. Il avait plus d'un an et demi ou 2 ans. Il était, donc elle allait l'amener à l'hôpital. Elle avait la seconde qu'elle a été, donc ça l'a contrariée d'avoir à se transporter à l'hôpital, tout ça. Puis on parle un petit peu. Puis bon, elle me dit, je vais faire ce que j'ai à faire. Elle raccroche. Puis 2 heures après, elle me rappelle, elle me dit, j'ai eu une idée. J'avais dans le congélateur un peu de lait que j'avais tiré pour garder pour le bébé. Je lui ai donné. C'est guéri en 2 heures. La pneumopathie. C'était quoi? C'était les immunoglobulines dans le lait de la maman qui avaient joué leur rôle. Même après congélation. Ouais. Même après congélation. Intéressant tout ça. Non, observons, prenons le temps d'observer ce qui fonctionne pas, parce que c'est vraiment ça aussi quand même. Prenons le temps aussi avec les enfants. Oui, c'est du bon sens surtout. Ouais. Donc moi, ce que j'aime, c'est remettre en place le bon sens. Comme ça, après, on peut juger. Et mon grand bonheur, c'est quand mes élèves en nutrition, en gastronomie santé, me disent « Oh, j'ai inventé une nouvelle recette ». Ça leur rouvre l'imagination, ça leur recrée un plaisir de cuisiner, alors que c'était la corvée. Vraiment, c'est très efficace. Donc, vous faites des ateliers, hein? Oui, je fais des ateliers à la demande des associations, pas seulement des associations de famille, des fois ce sont des associations de femmes ou des communes qui veulent élargir les activités de leurs administrés. Et voilà, donc j'ai fait aussi des ateliers avec des enfants. En général, ce que je leur fais faire, c'est du pain. Je leur fais faire du pain et je leur fais faire des petits bricolages avec les fruits et les légumes qu'ils vont croquer après. Donc, comme ils ont envie de grignoter. Ouais. Là, il y a le côté artistique de Christine qui ressort. Ah oui, le côté créatif, bien sûr. Alors, chacun fait son petit modelage perso, puis après, on va le cuire et ils vont le manger. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Un petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin, c'est que... Par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces expériences de vie, c'est qu'il faut s'ouvrir sur la vie et qu'il faut faire marcher son bon sens. Il ne faut pas subir la vie, il faut être acteur. Mais avant d'être acteur, il faut voir, il faut regarder, il faut ressentir. Ouais. Voilà. Et en ressentant tout l'extérieur, on ressent, on voit ce que nous ressentons. C'est une façon déjà de s'installer, de poser ses marques. Et puis après, on voit ce qu'on peut faire. Hein. Agir sur la vie, c'est bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Plein de gros bisous à vous, messieurs co-créateurs. On vous embrasse très fort de l'île de la Réunion. Au revoir, Christine. Au revoir.